Parfois, c'est dur de trouver la motivation de faire des vidéos sur YouTube parce que c'est pas quelque chose d'aussi simple au fond. Parfois, tu sais pas de quoi tu veux parler. Parfois, tu te dis, punaise, j'ai pas envie de montrer ma face aujourd'hui. Je me suis mal réveillé. Et ça, c'est le quotidien de certains YouTubeurs en fait. Voilà, moi aussi également. Ça a mis du temps pour que je me lance sur YouTube. Mais voilà, bon, aujourd'hui, j'ai rencontré un ami, une personne qui est venu faire un tour à Bangkok, je crois qu'il est franco-cambodgien, je sais pas. Attends, Rudy, t'es quoi? Yes, je suis français, moitié cambodgien. Cambodgien, d'accord. C'est pour ça que tu portes le t-shirt du Cambodge. Ouais, j'arrive du Cambodge là. C'est ça? Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qui est création de contenu. Et pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas envie de montrer leur visage. Voilà. Est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Yes, je pense que c'est le problème le plus fréquent de ceux qui veulent se lancer, qui veulent créer du contenu, qui veulent changer les choses. C'est la peur du regard des gens. C'est-à-dire que moi je me rappelle, tu vois, j'ai écrit mon premier article de blog, je pense en 2008, un truc comme ça. Et au moment de juste publier l'article, alors que je montrais même pas mon visage, Ouais. putain, j'avais peur. C'est genre, Non, mais là, t'abuses. non, ce truc-là, je l'ai ressenti. C'est-à-dire que tu as l'impression que le monde il va changer, alors qu'en fait, il n'y a que dalle qui change. Ouais. Et tu vois, maintenant, bon, je m'enroulais ma bosse, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, montrer mon visage, c'est plus un problème. Bah, parce qu'en fait, on voit son visage de partout. T'as fait beaucoup de pubs en fait. C'est ça? Ouais, j'ai dépensé plus de 6 millions d'euros dans la publicité en ligne. Ah ouais, voilà. Donc c'est un spammer. Il va nous expliquer un peu plus tard, mais là, on va s'attarder sur création de contenu. Donc, ok, pourquoi on a tant peur de montrer notre visage alors? Alors, le truc, c'est que, en fait, on a peur du jugement. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on est tout le temps jugé, à commencer par l'école. Tu auras une bonne note, tu auras une mauvaise note, puis l'éducation familiale. Et en vérité, tu vois, tu as tout le monde extérieur qui a projeté ses propres croyances, ses propres limites et ses propres jugements sur nous-mêmes. Et résultat, en fait, tu vois, quand on veut s'exposer, bah, on a peur d'être jugé parce que, un, on a été jugé, deux, parce que nous-mêmes, on a jugé les autres. Et plus tu juges les autres, et plus tu vas avoir peur toi-même d'être jugé. Ouais, exact. Et D'accord. enfin, il y a un autre truc, c'est que quand tu commences à créer du contenu, il y a un changement identitaire qui commence dans le sens où tu changes de statut. Tu passes du statut de consommateur de contenu au statut de créateur de contenu. Et c'est plus du tout la même chose, tu vois, dans les niveaux sociaux. Et parfois, moi, je me rappelle, à une époque, tu vois, j'ai ressenti ce sentiment. J'avais le syndrome de l'imposteur. Et je disais que j'avais peur de l'échec comme peur de la réussite. Le syndrome de l'imposteur, c'est de vouloir être parfait et en fait, tu fais rien, c'est ça? C'est quand tu ne te crois pas légitime pour faire ce que tu as envie de faire. Donc ouais, il y a le perfectionnisme. Et en vérité, le perfectionnisme est juste une forme d'auto-sabotage. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'avais peur de la réussite, peur de ce nouveau statut. Mais en vérité, c'est pas de la réussite qu'on a peur. Ce dont on a peur, c'est de perdre ce que l'on a déjà ou que l'on croit posséder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu baignes dans un environnement, tu as des amis, de la famille qui t'aiment tel que tu es. Normalement, ouais. Normalement. Mais en vérité, ils t'aiment pas pour qui tu es, ils t'aiment pour qui tu leur fais croire que tu es. Ou alors qui tu es devenu en fonction de ce que eux voulaient que tu sois. Gros stéréotype, mon fils, tu seras avocat ou médecin. Et du coup, il y a plein de gens qui vont dans des cursus, qui suivent des parcours professionnels avec lesquels ils ne sont pas alignés, qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent. Ok. Ça c'est un petit peu... c'est être et la perception qu'on donne aux autres. Il y a une différence entre ce que tu es et ce que les gens perçoivent de toi. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, il y a un truc super important, c'est que parfois, tu prépares une vidéo, tu prépares du contenu, il y a ton visage, et au moment de publier, et là, tu crois que tout le monde attend ta vidéo, etc. Tu as l'impression que tous les regards sont centrés sur toi, alors que tout le monde s'en bat les steaks, en fait. Ouais. C'est ça, tout le monde n'en a rien à cirer. Ta vidéo, 2 secondes, en 2 secondes, si on n'aime pas, on change, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est comme mon article de blog. Donc maintenant, c'est plus puissant que la vidéo. Tu crois que ta vie elle va changer alors qu'en fait, il n'y a rien qui change. Il y a juste des gens qui vont pas te calculer et une poignée de personnes qui vont s'intéresser à toi. D'accord, ok. En tout cas, pour ma part, c'est ce que ça m'a fait au début. Quand je postais, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, bon, il y a peut-être la famille qui regarde, il y a telle personne qui regarde. J'avais peur et maintenant, je m'en bats les steaks, on s'en fout. Sauf qu'il y a un autre phénomène, c'est le phénomène des haters. Ça, par contre, parfois, il y a de la méchanceté gratuite. Alors, comment on fait un créateur de contenu pour se protéger par rapport à ça? Alors déjà, il faut s'y préparer. C'est un fait, ils sont là. Et la vérité, c'est que la première fois, ça fait mal. Mais il ne faut pas voir ton premier hater comme un point de douleur, mais comme un cadeau. Dans le sens où ce premier hater va te montrer que tu as fait un premier pas.
un premier step vers ton nouveau toi, vers une vie où tu décides de te montrer le plus authentique, de t'exposer sur les réseaux sociaux et donc, quelque part, de t'aimer tel que tu es. Parce que tant que tu ne t'acceptes pas, les haters vont te faire beaucoup de mal. Maintenant, ce qui se passe dans la tête des haters, c'est qu'au moment où ils te critiquent, c'est juste un jugement de eux-mêmes. Moi-même, j'ai déjà été un hater. Je pense que T'es un hater, toi? je l'ai déjà été, ouais, tout à fait. T'as été un hater? Et Alors tu mettais toi comme commentaire, attends, ça m'intéresse là de je savoir. vais te donner un exemple. Il y a, je sais pas, 5 ans, quand c'était la mode l'arrivée du dropshipping, Ouais. Sébastien Cerise, dédicace frérot. J'en avais marre de voir sa gueule. Et donc Ouais. dans les commentaires, je dis putain, j'en ai marre de votre gueule, j'en ai marre de vos gueules à vendre du rêve. Ouais. La vérité, c'est que même moi, j'en suis un. Mais c'est juste que à cet instant-là, qu'est-ce qui se passait, c'est que sa promesse me touchait à l'intérieur et me piquait. Dans le sens où il me vendait aux autres de gagner des millions et moi, je n'en faisais pas. Et c'est ça, ça me frustrait. Et c'est ça, en fait, ce qui te touche. Ce qui déclenche cette réaction haineuse, Ok. c'est quand il y a un pain point, tu vois, une frustration à l'intérieur qui vient de sortir. Mm. Une colère, une douleur, une jalousie. Mais C'est une émotion, en fait. Après, pour ma part, hein, ça n'engage que moi, les haters sont mes meilleurs attachés de presse. Parce qu'en fait, ils te font de la pub. Tu vois? Qui de mieux qu'un haters parle de toi, commente, etc. Et là, de façon très fidèle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, et puis ça augmente le reach aussi. Et puis, ils vont en parler à ses potes. Et les gars, vous avez vu ce youtubeur là qui nous fait chier, machin. Tu vois le délire ou pas? Donc, il en parle à 1, 2, 3, 4 personnes. Et du coup, c'est ton meilleur attaché de presse. Personnellement, moi, mon astuce, c'est que je modère pas moi-même les commentaires. Parce que tu vois, parfois tu peux prendre une salle, enfin je sais pas, toi aussi, je pense que tu en prends aussi des commentaires de haters. Et le mieux, enfin tu vois, quand tu as une équipe, bah, c'est que ce soit ton équipe qui gère ça. Moi c'est simple, ma collaboratrice, elle laisse que les commentaires positifs. Enfin, Ta collaboratrice, t'habites où en fait J'habite à Marrakech. T'habites à Marrakech. J'habite à Marrakech, Et qu'est-ce que ouais. tu fais en Thaïlande? Je suis venu changer d'air tout simplement. Et j'insiste sur cette astuce. Ma collaboratrice modère tous les commentaires mauvais et me laisse modérer que les commentaires positifs. Comme ça, je reste dans des belles énergies hautes. D'accord, ok. Tu veux pas voir, tu te vois à la face. Non, je me voile pas la face. Je vois que c'est des commentaires qui ne servent à rien. Si c'était des commentaires constructifs, oui, ça pourrait aider. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait des split tests, tu vois, avant quand je faisais des vidéos complètement à l'arrache. Alors quand j'étais à l'arrache 100% authentique, en peignoir, les cheveux comme ça, les gens ils disent ouais, tu respectes pas ton audience. Je m'habille bien, je mets une chemise, on me dit ah ta chemise elle est travers, elle est pas Ils sont jamais contents, elle est ouais. froissée. Je me mets en mode casuel, on me dit ah t'as des selles dents. Quoi qu'il en soit, tu auras toujours des haters. La bonne nouvelle, c'est que plus tu as de haters et plus ça veut dire que tu existes et que tu es en train de changer les choses. Ah, c'est pas mal ça, ouais, c'est bien vu, c'est vrai. Ils seront jamais contents. Ils seront jamais contents. Ah, on peut parler des burn-out un peu parce que tu sais, créer des contenus, créer des vidéos tout le temps, de façon régulière, à un certain moment, tu peux parfois péter un câble. Tu peux être à court d'idées aussi, tu vois. C'est pas mon cas, être à court d'idées, mais tu peux être à court d'idées, tu peux péter un câble. Et comment on peut se protéger par rapport à ça? Il y a plein de grands youtubeurs qui étaient là de façon assidue, qui ont disparu du jour au lendemain, qui ont lâché l'affaire. Ouais. Bon, je suis coach, business, marketing, mais aussi mindset. Et moi-même, j'ai fait un burn-out et 5 ans plus tard, tu vois, je peux te dire exactement d'où ça vient, selon moi, le burn-out. Mais j'en suis absolument certain. Qu'est-ce qui nous mène au burn-out en réalité? Bon, souvent, c'est le workaholisme. Le workaholisme, c'est la contraction de work, le travail, et holic, comme l'alcoolisme, pour dire addiction. C'est une addiction qui est bien valorisée par la société. Donc, on a nos amis, notre famille qui nous encourage. Et dans le cadre des créateurs de contenu, une audience qui nous encourage. Mais la vérité, c'est que le workaholisme cache une forme de dépression où ça permet de nous échapper, de ne pas voir quelque chose qui nous fait mal. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que plus on va être workaholic, plus on va travailler, plus on va avoir de réussite et de succès. Et résultat, on devient addict à ça, tu vois, ça crée plein de dopamine. Mais au final, ça nous emmène petit à petit dans une vie qui n'est pas la nôtre, notamment dans le cadre de tous les youtubeurs, des créateurs de contenu. Au final, ils vont se retrouver à créer les contenus que leur audience veut, au lieu de créer les contenus qui les inspirent eux-mêmes. Et pour moi, le burn-out n'est que le symptôme que tu es dans une vie qui ne te plaît pas. Bon, attends, je me prends le soleil en pleine face là. Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, quand je crée du contenu, je suis obligé de m'adapter à mon audience. Tu vois? Si je devais faire que du contenu qui me plairait à moi-même, je ferais totalement peut-être autre chose, tu vois. T'es obligé, c'est comme ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Tu peux pas aujourd'hui, demain j'ai envie de faire des vidéos cinématiques par exemple. Ouais. Enfin juste des shoots sans texte, sans rien.
je sais que ça fera rien du tout et que les gens n'en ont rien à cirer et que ça ne répondra pas à un besoin particulier, tu vois. Ok. Tu vois le discours que tu as eu là. Est-ce que tu crois pas que 100% des youtubeurs qui ont fait un burn-out, moi je suis plus aligné avec mes vidéos, tout ça, ils avaient exactement la même croyance que toi? Sûrement. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si tu fais des vidéos aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'elles soient vues. Sinon, tu fais des vidéos de famille, tu les stockes dans ton étagère et tu es content et tu es fidèle à toi-même. Non, personnellement, On attend que l'audience quand même regarde les vidéos. C'est ça. oui, tout à fait, mais il faut que ça reste aligné avec toi, parce que forcément, à un Oui, moment, oui, bah tu, oui. vas, tu vas péter les plombs et tu vas dire, bah, c'est comme ça qu'ils disparaissent. Pourquoi ils ont disparu ces YouTube là, ces youtubeurs alors qu'ils cartonnaient? C'est parce que ça y est, c'est plus aligné, c'est devenu trop mainstream, trop soupe au lait, tu vois, et ça rentrait dans les templates qui leur plaisaient pas. Je vais donner un autre exemple, tu vois, moi j'adore regarder les youtubeurs à leur début. Et dès qu'ils commencent à avoir 500 000, 1 million, leurs vidéos elles me plaisent plus. C'est trop professionnel, Ah ouais, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. ça a perdu toute cette authenticité. Et toi, si tu n'es plus authentique, c'est là que tu vas aller vers le burn-out. Moi, tu vois, en 2015, tu vois, j'étais vraiment très successful. J'avais une grosse boîte avec des centaines d'employés, tout ça. Et pendant longtemps, j'ai cru que tout était parti en couille à cause de mes associés. Mais en vérité, c'est de la merde ce que je disais. Je vais parler pour moi, pas pour les associés, parce que j'en sais rien. Mais je peux dire qu'en réalité, j'ai cherché à tout détruire parce que la vie dans laquelle j'étais plus aligné. Et c'est là que je suis tombé vraiment de haut, que je suis allé au fond du gouffre. Et c'est là que j'ai pu recomposer, rebâtir une nouvelle vie. Ressortir du gouffre. Ouais, sortir du gouffre. Bon, je suis un Mongolien, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Commencez pas à charrier. Ouais, charriez-moi si vous voulez. Et c'est là après que j'ai pu rebâtir une vie, mais avec laquelle j'étais vraiment aligné, celle qui me ressemblait. Et pour moi, tu vois, si parmi vous, il y en a qui, justement, sentent glisser progressivement vers le burn-out parce que vous êtes fatigué, parce que vous répétez, parce que vous êtes obligé de vous forcer, de toujours faire appel à la rigueur et à la discipline, demandez-vous qu'est-ce que vous fuyez et en quoi la vie que vous avez aujourd'hui ne vous correspond pas. Rudy, c'est quoi les tendances en 2023 selon toi? On voit bien qu'on va de plus en plus vers des formats de plus en plus courts, que ce soit sur la vidéo, mais même sur l'audio, hein, quand tu regardes ces plateformes de streaming de musique, les clips de rap. À l'époque, il y avait 3 couplets, un refrain. Maintenant, c'est 2 couplets, 3 refrains. C'est clair. Donc on est de Les plus gens en n'ont plus le temps ou est-ce que c'est des problèmes d'attention, de concentration? Il y a les deux en fait. Moi, je pense que tu vois, on a tendance à devenir de plus en plus bête et à rester concentré de moins en moins longtemps. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'aujourd'hui, il y a les algorithmes qui permettent de décider, détecter rapidement les contenus qui plaisent. Et tout ça, ça nourrit une addiction en fait, c'est de swiper en recherche de mini-shoots de dopamine. Et je trouve que c'est dramatique parce qu'on n'a plus le temps d'aller loin dans les sujets, dans les réflexions ou dans la dégustation des choses qu'on apprécie. C'est-à-dire que c'est plein de micro-shoots de plaisir court terme, mais au final, il n'y a plus rien d'intelligent. Tu vois, Mais tout le monde se barre de YouTube aussi. Est-ce que ça c'est un... Est-ce que ça c'est un avantage? Tout le monde se barre de YouTube. On se retrouve tous sur TikTok, sur Instagram, les réels. je pense que les youtubeurs comme toi vont s'adapter. Bah, je pense que tu es déjà adapté vu le succès de tes shorts. Les shorts. De tes shorts, si, j'ai vu ton TikTok, ton Ah bon Facebook, ouais. Ouais, c'est pas... Ouais. Ouais, j'ai vu TikTok, ouais, ça fait de la vue. Hein. Et je pense que tu vois, les youtubeurs qui vont les mieux s'adapter, encore une fois, moi je suis amateur, hein, d'accord, niveau YouTube. Je pense que c'est ceux qui vont réussir à créer des vidéos où dès le départ, ils vont prévoir les shorts qu'ils vont mettre dans la vidéo. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui les youtubeurs qui cartonnent, ils décident d'abord le titre et la miniature, et après ils font la vidéo. Ouais. Je pense que l'avenir, c'est que tu décides le titre, la miniature et les shorts qui vont se trouver dans ta vidéo. Ah d'accord, ok. Tu vois comme ça toi? Ouais, je pense que les plus malins, c'est ce qu'ils vont faire, très clairement. Ouais. D'accord, ok. Je sais pas, moi je pense, après, enfin, c'est pas ce que je pense, mais je veux dire que les formats short, c'est pas trop ce qui me fait kiffer honnêtement. Mais c'est vraiment du contenu fast-food, quoi. Tu vois, c'est comme si tu allais dans un fast-food, tu prenais plein de contenus, tu as un short qui va te parler d'astronomie, le suivant il te parlait de vegan, l'autre il va te parler de permaculture. Et en fait, tu vois, tout ça c'est mélangé dans ta tête, mais t'as pas de véritable valeur, tu vois, pour te former. C'est pour ça qu'on appelle du snack content, tu vois. Tiens, bah là, tu vois, tu as la bouffe, la malbouffe, bah voilà, les shorts, les contenus courts, c'est un peu comme de la malbouffe intellectuelle. Pas toujours, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais je pense que la plupart du temps, c'est des trucs complètement délirants, divertissants, abrutissants qui nous font oublier nos vies difficiles ou à quel point ça peut... Une misérable vie. Ouais. Bah, ça dépend celle de qui. Hein.
Rudy, merci beaucoup. Yes, merci à toi, Sabri. Bon retour à Marrakech. Pas maintenant, pas trop vite encore. Ah ouais? Tu pars où alors? Là, je retourne au Cambodge et puis après, on va aller peut-être au Vietnam et ensuite à Bali avec mon épouse. Ah, c'est cool ça. Et Ouais, on revient, on sait pas quand. Voilà. Bah, tu repasses à Bangkok alors. Inch'Allah. Ok, tu me feras signer. Avec plaisir. Ciao, ciao.